Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la matinale des Ops, numéro 14 je crois. Voilà, ça fait déjà un petit moment. Salut Eric, salut Bertrand, merci à vous tous d'être là, ça fait très plaisir, salut Sandrine également. Voilà, donc je suis très content que vous soyez là ou que vous regardiez en replay. Voilà, c'est très cool. Si vous regardez, n'hésitez pas à dire bonjour. J'ai pu constater ces dernières semaines qu'il y avait plein de gens qui regardaient aussi et qui, des amis à moi, même pas forcément dans l'écosystème no code, voilà, mais qui se manifestaient pas forcément dans le chat. Donc ça fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, évidemment, No Code France. Il y a plein de contenus de qualité. Salut Olivier également. Et voilà, on va attaquer. Alors aujourd'hui, on va faire un petit truc, c'est qu'on va faire une petite demi-heure comme d'habitude, un petit peu la veille, etc. Sachant que j'ai pas préparé grand-chose, j'ai été très pris par le bootcamp qu'on vient de lancer cette semaine, qu'on a lancé hier. Voilà, je pourrais vous en dire deux mots évidemment. Et dans la deuxième demi-heure, j'ai proposé à Valérian, si je dis pas de bêtises, j'ai un doute même, ouais, Valérian, qui fait Table Clone, qu'on avait évoqué une fois dans cette matinale, quelqu'un dans le chat en avait parlé, on avait regardé très rapidement, et en fait il se trouve que c'est quelqu'un de la communauté No Code France qui fait cet outil qui permet notamment de faire des backups de Airtable ou qui permet d'envoyer des données d'un outil à un autre, etc. Donc voilà, donc je l'ai invité, je lui ai proposé de venir. Salut Muriel, salut Lorraine, salut Loïc. Et donc voilà, je lui ai proposé de venir pour qu'on en parle un petit peu, qu'il nous fasse une petite démo, et puis qu'il nous raconte aussi un petit peu de ce que c'est de créer un outil comme ça, comment ça marche un petit peu derrière. Et puis notamment parce qu'il y a un truc intéressant aussi, c'est que sa partie front, il l'a fait avec Bubble, donc c'est en partie aussi du no-code. Alors, il y a du code aussi évidemment. Voilà, donc il nous racontera tout ça tout à l'heure, il va arriver vers 8h30. Et moi, d'ici là, eh ben, je vous propose qu'on se réveille ensemble doucement. Voilà, moi, j'avoue, je me suis vraiment réveillé 10 minutes avant de lancer le live ce matin. J'ai un peu du mal à me lever, donc voilà, je vais avoir besoin de mon petit thé. Je sais pas ce que vous buvez, vous, de votre côté. Mais bah, écoutez, allons-y. Alors, je vais partager mon écran et puis on va aller, comme d'habitude, sur Product Hunt. Et on va aller regarder un petit peu ce qui s'y passe. Je vais garder cette fenêtre aussi sur le côté. Ah oui, je vous ai pas partagé mon écran. Voilà, hop, comme ça. On a Product Hunt, on a aussi un petit peu nos différents outils. Voilà, si vous avez des news aussi, ou si vous avez vu des choses passer intéressantes, n'hésitez pas à nous les mettre. Voilà, ça alimentera notre conversation. Alors, un petit peu de no-code pour commencer. Alors, il y a des gens qui ont lancé quelque chose qui s'appelle Stacker, donc ça, c'est pas très judicieux. Ils doivent pas savoir qu'il y a déjà un outil no-code qui s'appelle Stacker, qui permet de faire des fronts à Airtable notamment. Alors, je sais pas si c'est marrant d'ailleurs parce que je pense à ça, mais j'ai l'impression qu'on parle beaucoup moins de Stacker dans la communauté ces derniers temps, euh, au profit peut-être de Softer. Bon, Softer, c'est un outil qui est de toute façon très tendance et que beaucoup de gens utilisent, qui est très accessible. Mais voilà, ce Stacker, c'est un outil que j'aimais bien, mais qui est vraiment fait pour faire des outils internes, mais qui est pas hyper flexible. Alors, ce qui est bien et pas bien des fois, hein, mais il y a un truc, voilà, je crois que c'est Noam qui a construit toute l'interface de son bootcamp avec. Apparemment, il a fait un truc vraiment cool. Euh, donc voilà, si vous utilisez Stacker, n'hésitez pas. Je pense que Airtable Interface a tué Stacker. Est-ce que tu penses vraiment? C'est marrant parce que je redis toujours un peu la même chose, mais évidemment, mon idée de Airtable Interface quand même évolue petit à petit au gré des améliorations qu'ils font. Mais moi, je pense que Airtable Interface, pour l'instant, est encore très loin d'un Stacker, notamment parce que on est obligé d'avoir un compte Airtable pour pouvoir accéder à une interface, et on est obligé d'avoir un compte Airtable sur le workspace de l'interface. Et donc, si l'interface est dans un workspace qui est payant, eh ben, il faut que les gens ils aient un compte payant. Donc, ça, c'est quand même un des intérêts de Stacker. Alors, le truc de Stacker, c'est que c'est quand même assez cher, mais au moins tu peux avoir, si je reprends l'exemple de Noam par exemple, bah, tous les élèves de son bootcamp, ils n'ont pas un compte Airtable qui est connecté au workspace de Noam. Déjà, ça sera un problème pour payer, puis ça pourrait être aussi un problème par rapport aussi à la gestion des données, etc. Donc voilà. Après, bon, il y a des gestions de droits, etc. Les gestions de droits, en plus, s'affinent de plus en plus sur Airtable. Mais pour moi, tant qu'il n'y a pas, on ne pourra pas faire une Airtable interface
où il y aura un bouton genre s'inscrire, on pourra se créer un compte, et puis on aura un compte que dans le contexte de l'interface, je trouve qu'on en est encore un peu loin. Donc, ouais, oui, non, mais c'est clair que voilà, sur un usage externe, enfin, donc comme on disait, en dehors du contexte d'Airtable, il y a de la concurrence, hein. C'est vrai que Glide, que notre ami Stan apprécie tout particulièrement, et moi aussi, pour être honnête, est aussi un excellent outil pour faire des interfaces à une base Airtable. Alors, c'est le seul truc qui est un peu dommage dans Glide, je trouve, c'est que l'intégration Airtable n'est pas aussi poussée que l'intégration Google Sheet ou que l'usage des tables Glide directement. Mais oui, c'est vrai qu'il y a de la concurrence, hein, donc peut-être que... Et puis plus les interfaces d'Airtable vont se développer, plus ça va y avoir aussi, ça va effectivement quand même grignoter des parts de marché, quoi. Mais c'est que c'est quand même des usages un petit peu différents, quoi. À voir. On verra. En tout cas, ce sujet des interfaces est très intéressant, hein. C'est vraiment un des sujets pour nous qui sommes justement dans les ops. Les interfaces à destination des collaborateurs et des collaboratrices qui utilisent un outil interne qu'on a mis en place, bah ça, c'est un vrai sujet. D'ailleurs, pour faire une parenthèse sur notre bootcamp, au début, c'est un sujet que je voulais pas forcément aborder. D'ailleurs, dans notre bootcamp, par exemple, on n'a pas beaucoup de contenu sur les Airtable interface, ce qui est peut-être une erreur, hein. D'ailleurs, là, le fait que tu dis ça, Lorraine, peut-être c'est vrai, me fait un petit peu réfléchir. Peut-être qu'on devrait en rajouter un petit peu la dernière semaine. Mais notamment, on a aussi rajouté un petit module sur Software parce qu'on s'est dit quand même que c'était dommage. Même si moi, je pense que le gros du travail quand même dans les ops, pour l'instant, reste quand même dans la partie automatisation et la base de données. C'est là où il y a vraiment la plus grosse complexité. Mais les interfaces sont aussi un vrai sujet parce que si vous avez mis en place une super base de données, des super automatisations, mais que les utilisateurs finaux de votre système d'opération n'arrivent pas à bien s'en servir, bah, c'est un peu compliqué. Et c'est vrai que des fois, moi j'ai tendance à me dire que déjà de base dans Airtable, grâce aux vues de base, on peut faire quand même pas mal de choses assez facilement, mais c'est pas toujours le cas, quoi. Donc il y a toujours quand même cette question de créer des interfaces, quoi. Alors, continuons un petit peu ce qu'on regarde, donc de l'IA évidemment. Donc je pense qu'on va voir de plus en plus, hein, de génération de vidéos par l'IA. Apparemment d'ailleurs, une petite, petit incise sur le... Mais donc cette semaine ou la semaine prochaine, je sais plus, mais il y a des nouvelles versions de la plupart des moteurs d'IA qui vont sortir. Notamment, évidemment, on attend tous la nouvelle version de ChatGPT. Bon, je sais pas si vous l'attendez. Moi, j'avoue, je suis assez curieux de voir parce que on est quand même déjà tellement... C'est tellement... le GPT 3.5 là, de ChatGPT est déjà tellement impressionnant. Je suis assez curieux de voir comment et pourquoi le GPT-4 pourrait être plus impressionnant. Mais et il y a une nouvelle version de DALL-E aussi. Alors DALL-E, clairement, ils en ont besoin parce que DALL-E, c'est quand même vraiment pas ouf. Midjourney, nouvelle version, Midjourney V5. Ouais, c'est ça, ça va être GPT-4 qui arrive la semaine prochaine, ou cette semaine, je sais plus. Enfin bref, donc voilà. Et apparemment, un des trucs, c'est que, par exemple, GPT-4, il pourrait faire de la vidéo. J'ai cru comprendre. En tout cas, il est multimédia ou un truc dans le genre. Bon. Ouais, je vais pas dire de bêtises, mais on verra ça quand ça sortira. Évidemment, on en parlera ici. Ça sera l'occasion. Ça pourra nous occuper, je pense, pendant toute une heure. Alors, des replies pour répondre automatiquement à des messages. Ça, c'est un des trucs où je suis vraiment partagé parce que je pense que, effectivement, des fois, il y a des messages où on a envie de répondre de manière automatisée, notamment sur LinkedIn. Je pense qu'on reçoit tous. Mais est-ce que, ça, c'est une vraie question, est-ce que vous répondez aux messages automatisés sur LinkedIn? Parce que voilà, donc moi par exemple, je le dis souvent, hein, moi j'accepte automatiquement tous les gens qui me demandent en ami sur LinkedIn, parce que pour moi c'est un réseau ça n'a pas d'incidence et quelque part ça me construit aussi un petit peu une audience. Donc j'ai une automatisation Phantom Buster qui accepte tous les gens. Donc si vous m'ajoutez, je vous accepterai tôt ou tard dans les 4 heures qui suivent avec l'automatisation. Et donc ça fait en fait que je reçois de fait tous les messages automatiques, enfin parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ajoutent, qui essayent aussi de vous ajouter avec le message qu'ils vous mettent en même temps, c'est un message automatisé de prospection, etc. Et donc, du coup, bah, je les vois, les messages, je les reçois. Alors, mais en fait, je les scanne en 20 secondes, même pas 20 secondes, en 5 secondes, je vois tout de suite si c'est un message automatisé ou pas. Des fois, je les regarde quand même parce que des fois, il y a des choses qui peuvent être potentiellement intéressantes. Mais par contre, c'est juste je leur réponds pas, quoi. En fait, je continue mon chemin. Avant, des fois, je supprimais la personne, mais en fait, maintenant, je m'en fous. En fait, ça me change rien, quoi. C'est-à-dire, je clique, je vois la notif, je clique,
Alors pas en live, hein, je regarde LinkedIn, je pense 2 fois par jour, quoi. Et je regarde, hop. Alors quand des fois la personne vraiment elle insiste et que le truc est complètement hors sujet, des fois je mets une petite blague pour lui dire bah ça n'a rien à voir, ou je mets des fois si je suis un peu, des fois si ça me saoule, je suis un peu sec, je dis non, mais en fait je sais pas, je me prends jamais trop la tête et je me dis bon, c'est pas, je pense pas que ça me prenne vraiment de temps. Donc Laurette, toi tu dis que tu leur demandes de sortir de la séquence d'automatisation. Ouais, voilà, moi des fois je leur dis ouais, ou moi ce qui me fait le plus rire, c'est quand les gens me demandent est-ce que j'ai besoin de développeurs ou si je propose des services de code ou des trucs tout dès que c'est lié au code, je leur dis toujours ah bah non, moi je fais du no code mais tu devrais aller regarder. Des fois j'essaye de mon petit challenge des fois c'est d'essayer de contrebalancer le truc et d'essayer de les retourner et de leur proposer à eux des choses. Voilà, genre des fois je leur dis bah non, mais tu devrais te mettre au no code, tu verras, il y a beaucoup de trucs là-dedans ou des choses comme ça. Donc voilà. Mais donc, du coup, c'est là où je trouve que faire des réponses automatiques avec ChatGPT, je sais pas, franchement, j'arrive pas bien à avoir le use case parce que franchement, je reçois beaucoup de messages, d'emails sur plein de plateformes. Je reçois des emails, je reçois des messages sur le Slack de No Code France, je reçois des messages sur LinkedIn, je reçois des DM sur Twitter, etc. Et voilà, tu vois, soit je réponds pas, soit je réponds de manière assez concise, j'avoue, mais j'essaye de toujours mettre les formes quand même. Mais bon, je fais beaucoup d'audio aussi sur le Slack de No Code France. Certains d'entre vous le savent. Quand on pose une question qui appelle à une réponse, maintenant, je fais quand même beaucoup d'audio. J'avoue, ça me gagne du temps. Et puis sinon, juste, je réponds pas, quoi. Enfin, puis ou des fois, voilà, je réponds, je mets 2-3 jours à répondre, mais voilà, j'essaie de tester à peu près en live. Et salut à Martial qui nous rejoint. D'ailleurs, Martial, j'ai pensé à toi, je me suis inscrit à un trail pour ce week-end. Ça n'a rien à voir avec le no-code et les ops, mais voilà, Martial est un grand coureur de trail de très longue distance. Je vous invite d'ailleurs à écouter l'épisode de podcast des portraits du no-code. C'est vraiment un super épisode avec Martial. Et donc voilà, j'ai appris qu'il faisait des trails ultra longue distance. Alors donc je me suis inscrit juste à un trail de 18 km. Mais il y a un trail de 80 km ce week-end. Dans l'éco-trail, il y a 80, 48, 18, 10. Non, 30 aussi. Donc voilà, donc ça c'est voilà, merci de me souhaiter bon courage parce que j'avoue je me suis un petit peu inscrit sur un coup de tête et j'ai pas forcément bien le niveau, mais je me suis dit, en plus on en a parlé récemment plusieurs fois avec Martial, je me suis dit il faut que je m'y remette, il faut que voilà. Et salut Anto qui anime la chaîne Déclic. Bah écoute, très content de voir que tu te mets à l'automatisation. Voilà. On a plein d'usages. Donc c'est très cool. Make évidemment, un super outil d'automatisation. On va peut-être en reparler un petit peu tout à l'heure. Et oui, la plus longue distance, je crois, enfin les premiers là, du trail, effectivement, arrivent sur la Tour Eiffel. Salut Uzobimo. Alors franchement, je suis vraiment très loin d'avoir le même un centième, je pense, du niveau de Kylian Jornet, mais merci, ça me fait plaisir. Je sais pas si la ressemblance physique m'aidera. Je pense que j'ai pas le même constitution physique malheureusement, mais je suis hyper impressionné. Franchement, j'ai découvert ça il y a pas si longtemps, les ultra trails et le délire qu'il y a des gens qui courent genre 160 km d'affilée, et je trouve ça assez fascinant, même si ça n'a pas vraiment de rapport avec notre sujet, mais je sais. Alors, continuons rapidement un petit peu. Bah, il est déjà 8h, presque 8h20. Salut Mathieu. Alors, bon, écoutez, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de choses très intéressantes ici. Ah, il y a AppSmith qui s'est lancé. Alors, attendez, non, est-ce qu'ils se sont lancés? Ils viennent de se lancer? C'est bizarre, non, ils se sont relancés peut-être. Ah non, ils se sont déjà lancés 2 fois AppSmith. Ah, c'est marrant, ça c'est une nouvelle fonctionnalité, c'est intéressant ici. Euh, Producton vous montre que si un outil s'est déjà relancé. Donc c'est drôle. Mais ouais, c'est bizarre, je sais pas. Ils viennent de... Bon, je comprends pas. AppSmith, c'est un outil open source qui permet de créer des applications. Et ils ont la particularité d'avoir payé l'apéro du No Code Summit l'année dernière. Ils sont très sympas. J'avoue, j'aurais pas beaucoup parlé. Et donc, c'est une alternative. Donc, il y a Tooljet aussi. Et en fait, les deux sont, notamment Tooljet, c'est vraiment une alternative open source à Retool. Et AppSmith, c'est un petit peu plus généraliste.
Donc c'est assez intéressant. Je vous invite à regarder. Vraiment le sujet, on ne parle pas beaucoup des outils open source ici dans cette veille, mais c'est un sujet que je creuse pas mal de manière générale. Voilà. Lorraine était là à l'apéro Smith, elle s'en souvient. Donc c'était une très bonne soirée au No Code Summit. Le No Code Summit qui aura lieu cette année, je crois, les 12 et 13 octobre. J'espère qu'on aura l'occasion de tous s'y rencontrer. Pour les genoux, pendant les trails, ça j'avoue j'en fais pas assez, mais j'ai eu récemment effectivement quelques problèmes aux genoux, mais je suis pas un grand coureur. Peut-être Martial pourra te renseigner sur les difficultés musculaires des trails. Et je vois que Valérian est arrivé, je lui dis bonjour et je vais t'inviter dans quelques minutes. On va finir très rapidement notre veille avant de parler un petit peu de TableClone. Voilà, je te laisse te préparer en attendant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on a des choses intéressantes? Rien de passionnant. Hein. J'ai dû cliquer sur quelque chose. Non, je suis pas sur le. C'est marrant parce qu'il y a très peu de votes sur les trucs d'aujourd'hui. Ou alors ils ont changé un peu leur mise en page, je sais pas trop. Bon, bref, allons voir très rapidement. Est-ce qu'il y a des nouveautés ici? Non, mais toujours pas. Je vais arrêter de montrer cette page. Hein. Chaque fois, je montre cette page dans l'espoir qu'ils la tiennent à jour, mais ce n'est pas le cas. Dans le blog d'Airtable non plus, donc toujours les nouveautés de mars, on en a déjà parlé. Je sais pas si vous avez vu passer des choses sur Airtable, parce que Airtable, il y a quand même pas mal de décalage, je trouve, entre leur communication. Ils ont tendance à plus... c'est marrant, en fait, Airtable, ils ont tendance à sortir les fonctionnalités, communiquer rapidement sur Twitter, et puis après les documenter. Donc c'est un peu ça pas extraordinaire. Donc le blog de Zapier, il n'y a pas de côté de Zapier, ils n'ont pas un endroit vraiment bien où ils documentent bien toutes leurs dernières news. Ah, ils ont fait un petit article sur comment utiliser Notion AI. Marrant. Bon. Je me suis dit, est-ce que je vais apprendre quelque chose? Peut-être, non, mais voilà. Donc, on est quand même beaucoup sur du contenu texte hein, avec Notion AI. Au niveau de Notion, est-ce que toujours rien? On est toujours sur la dernière news de Notion AI qui était disponible pour tout le monde. Je ne sais pas si vous l'avez testé un petit peu plus. Ah, tu fais bien, Eric, de me rappeler ça. Effectivement, je vais revenir dessus puisque je l'avais noté dans ma veille, mais je vais le montrer tout de suite puisque c'est plutôt lié à Airtable. Hop, ça c'était très intéressant. C'est des gens qui ont fait... Alors attendez, hop, je vous mets le lien. Pour Airtable, en fait, c'est des gens qui ont fait un plugin, donc c'est une extension Chrome, hein, si je dis pas de bêtises, que vous ajoutez dans Chrome et qui va vous écrire des formules, les formules à votre place. Alors, je clique ici, donc en fait, vous voyez, vous écrivez, en fait, alors non, ça va vous écrire une formule, c'est-à-dire que d'abord, vous, dans le champ formule, vous allez décrire la formule que vous voulez. Alors, je suppose que ça marche mieux en anglais, mais je ne sais pas. Et en fait, l'extension Chrome, elle vous rajoute ce bouton, int GPT, qui va en fait appeler ChatGPT et qui va vous remplacer ce que vous avez écrit par une formule. Et normalement, une formule qui doit être bien. Hop. Et donc voilà, ça fait des trucs comme ça, donc c'est censé bien marcher. Je sais pas si Eric, tu l'as testé, tu m'en avais parlé, je crois que tu m'avais partagé ça la semaine dernière. Je sais pas si tu l'as testé, j'avoue que j'ai trouvé ça intéressant. Voilà, c'est un lien Gumroad, vous pouvez faire un don ou pas pour le télécharger. J'ai trouvé ça intéressant. Après, forcément, en tant que formateur sur Airtable, etc., je suis un peu partagé là-dessus parce que j'avoue que je vais dire ce que je dis souvent sur aussi, on peut utiliser ChatGPT pour faire des expressions régulières et tout. Très franchement, apprenez quand même avant d'utiliser des choses comme ça. Formez-vous et après vous pouvez l'utiliser. C'est-à-dire que ça peut vous aider, ça peut vous faciliter la vie. Mais si vous utilisez ça sans bien connaître les formules Airtable, en fait déjà si vous avez des erreurs vous n'allez pas comprendre. Enfin franchement ça c'est vraiment hyper important. Néanmoins je reconnais, je vais pas faire le vieux réac etc. C'est intéressant d'avoir des outils comme ça peut nous faire gagner du temps. Voilà, surtout, mais j'ai envie de dire ça vous fait gagner du temps si vous maîtrisez bien. Si, parce que en fait c'est un peu un cercle vicieux je pense. C'est à dire que pour savoir écrire une bonne description et un bon prompt, il faut savoir écrire, enfin il faut avoir bien compris en fait comment marchent les formules, etc. Donc ça c'est vraiment important.
voilà, effectivement, comme dit Anto, c'est vraiment ce côté avoir des bases pour avoir un esprit critique. C'est pareil pour la génération de code, c'est pareil pour tout, en fait, quelque part. J'ai envie de dire, c'est pareil même quand vous demandez à ChatGPT de vous donner 5 idées pour faire une vidéo YouTube. S'il y a une idée dedans qui est vraiment une idée à la con, il faut que sur vous aussi, vous ayez à faire une part de discernement. Enfin, je veux dire, je sais pas pour vous, hein, mais moi, je vois quand même dans mon usage de tous ces outils que quand même, il y a des fois, mais il dit des sacrées conneries, quoi. Il dit vraiment, il y a vraiment ce truc, je trouve, assez passionnant avec ChatGPT, notamment, c'est que des fois, il vous ment, alors, sans s'en rendre compte, hein, évidemment, mais des fois, il vous dit des trucs qui sont franchement, qui sont vraiment, si vous faites juste un copier-coller de la réponse, mais des fois, vous allez mettre des choses vraiment très bêtes, quoi. Donc voilà, donc il faut faire attention, mais ça, c'est vraiment hyper intéressant et je pense qu'on va beaucoup se voir développer, enfin d'ailleurs on le voit déjà en fait, cette mécanique d'extension Chrome qui vous permet d'utiliser l'AI dans un contexte où ça n'est pas prévu de base, quoi. Voilà, donc voilà. Donc là, ça c'est un bon exemple, c'est un cas d'usage hyper spécifique, hyper intéressant, mais voilà, mais là pour le coup qui est vraiment dans notre contexte. Donc voilà, n'hésitez pas à le tester et puis dans les semaines à venir, si vous l'avez testé, vous nous direz ce que vous en avez fait. Mais bon, c'est vrai que ça peut être pas mal, par exemple, pour faire d'expressions régulières. Bon, voilà, on peut voir plein de cas d'usage. Il peut y avoir des formules, des fois, où on a plein de if imbriqués à faire. Peut-être ça peut nous faciliter un petit peu l'écriture. Après, voilà, par exemple, là, je trouve, très franchement, que dans l'exemple qui a écrit, honnêtement, franchement, tapez-le vous-même, quoi. Enfin, voilà, si vous savez pas faire un truc aussi trivial qu'un if comme ça, ou en plus, de toute façon, le message de warning, vous allez devoir l'avoir écrit vous, de toute façon, bah franchement, voilà. Est-ce qu'il y a une dernière image? Non, bon, ça c'est juste le. Voilà. Donc voilà, c'était tout. Est-ce que donc au niveau de Notion, j'ai pas vu de news récemment. Et au niveau, il y a une petite release note, j'aime bien chez Make. Est-ce qu'il y a des nouveautés? Ils ont mis à jour l'application Make. Parce que c'était l'application Make en fait était toujours l'application Integromat, donc ils ont mis le branding de Make. Donc c'est toujours bien. On peut se connecter avec Google Sign-in sur les. Donc ça c'est bien. Bon voilà, je vais pas regarder plus en détail. Ils ont corrigé des petits bugs. Donc voilà, tout ça est très intéressant. Les choses évoluent du côté de chez Make. Toujours un outil qu'on aime beaucoup. Et on a terminé. Je vais boire un petit peu. Et je vais proposer à Valérian de se joindre à nous. Je vais ici fermer l'écran. Et on va passer pour la deuxième partie de notre émission à TableClone, voilà, qu'on avait évoqué une fois. C'était quelqu'un, je me souviens plus qui d'ailleurs, désolé, dans le chat qui avait parlé de TableClone. Et je ne sais pas si cette personne savait ou pas, mais que Valérian qui fait cet outil était dans la communauté NoCode. Donc voilà, je t'invite désormais. Ah oui, il faut que je mette mon casque aussi au passage. Hop là. Salut Valérian. Alors attends, je t'entends pas, mais je sais pas si c'est parce que j'ai pas mis de son de mon côté. C'est moi qui ai coupé le son. Ah voilà, c'est bon, parfait. Tu m'entends correctement? Je t'entends, alors attends, je t'entends que dans une oreille, mais je pense que ça doit être plutôt de mon côté. Hop. Ouais, j'arrive pas à viser la stéréo, je pense, avec mon micro, mais. Non, c'est ça, c'est bon, c'est moi. Est-ce que c'est bon, tout le monde Ok, entend bien ouais. Moi aussi dans le chat? j'ai mis des oreillettes parce qu'il y a un peu de bruit à l'étage, mais bon, si besoin, j'essaierai un autre micro. Bah, y a pas de souci, on t'entend très bien. Et bah Bon. écoute, merci d'être là. Ce que je te propose, bah, tout simplement, c'est si tu veux te présenter déjà un petit peu, nous dire Mhm. ce que tu fais dans la vie, un petit peu ton parcours très rapidement avant qu'on parle Ouais. de Bon, bah Table merci Clone. déjà de m'inviter, c'est super sympa. Ce que je fais dans la vie, bon, je pense qu'on est comme beaucoup, des fois c'est assez difficile à définir. Bon, actuellement, si je vais résumer en un mot, je suis freelance. Freelance no code, mais pas seulement. Parce que j'ai une autre spécialisation qui est liée un peu à mon parcours, j'y reviendrai, sur tout ce qui est données géographiques, donc système d'information géographique, Ok. GIS en anglais, qui est en fait du coup la mise en place de bases de données au sens vraiment informatique, donc souvent c'est des bases de données PostgreSQL qui incluent des positions géographiques, des zones, des polygones, etc. Et c'est de plus en plus utilisé sur tous les métiers où auparavant on faisait du AutoCAD, par exemple la voirie, la VRD, etc. Où aujourd'hui on fait plus vraiment du dessin vectoriel, on fait plutôt de la représentation dans l'espace. Et moi, en fait, de formation, je suis ingénieur télécom.
Donc une formation à la fois orientée développement, mais aussi orientée réseau mobile, protocole de réseau, etc. Ce qui finalement me sert pas mal aujourd'hui, surtout, enfin, je trouve ça intéressant d'avoir vu les couches basses des protocoles HTTP, par exemple, même quand on fait du no-code. Et j'ai travaillé 10 ans dans la fibre optique. Je suis tout à fait d'accord avec Euh, toi, hein. J'ai fait un master en ouais, télécom et réseau, donc je suis très, on se rend compte tout qu'il y à a des fait choses qui aligné. servent quand même, quoi, Ouais, de c'est revenir clair. aux fondamentaux. Et donc, j'ai travaillé à la fois en travaux, parce que bon, finalement, la fibre optique, c'est de la tuyauterie, quoi, c'est de la canalisation. Mm. J'ai travaillé à la fois en travaux, j'ai travaillé en réglementation à l'ARCEP, pour ceux qui sont, ça parle à certains, ceux qui sont fans de Oui, le, Free, on entend souvent parler de l'ARCEP, le gendarme des télécoms, comme on dit. le gendarme des télécoms. Bah, sur ma fin de carrière, en fait, je me suis remis, enfin toujours dans la fibre optique. J'ai développé pas mal d'outils. En fait, je me suis rappelé que j'étais ingénieur télécom et que j'aimais bien faire des scripts Python, etc. Ce que j'avais un petit peu oublié au début de ma carrière. Donc, je me suis remis à faire beaucoup d'outils, qui n'étaient pas forcément d'ailleurs le métier pour lequel j'avais embauché, mais bon, qui nous a quand même beaucoup servi. Et puis à un moment, je suis arrivé un petit peu, donc je travaillais dans un cabinet de conseil. Et j'étais un petit peu en décalage entre ce que je faisais et ce pourquoi mon patron m'avait embauché et enfin, je faisais des choses que la boîte ne savait pas et je vendais des prestations qui avaient rien à voir avec le métier de la boîte, etc. Et donc l'année dernière, j'ai décidé de switcher et de passer indépendant. Donc je continue de travailler pour une ancienne boîte, euh, un peu, pas énormément. Et, euh, et au début d'ailleurs, enfin, j'utilisais Airtable depuis 2016. Hein, je crois en 2017, on avait déjà notre contrat Ok. entreprise chez mon précédent employeur. Je pensais que j'allais faire du Airtable partout. Et quand j'ai commencé à chercher deux, trois petits projets au début, en fait, je suis tombé sur des. Ben, moi, je voulais faire surtout de l'outil interne plutôt que on va dire de l'app externe. Et mes deux premiers clients qui sont venus un peu par le bouche à oreille, par le réseau, donc un constructeur de maisons sur Nantes et un grossiste industriel, donc des petites boîtes de 10-20 personnes, m'ont demandé des outils où j'ai commencé à faire des maquettes sur Airtable et après on en est arrivé à la conclusion que Airtable, c'était bien pour les ingénieurs, mais que si on voulait faire un outil qui parle vraiment à la secrétaire, aux commerciaux, aux conducteurs de travaux, etc., ils voulaient un truc sur mesure. Donc je me suis mis à faire du Bubble, qui Ok. m'a- ce qui m'a pas mal aussi amusé. Ça rejoint un petit peu le Euh, sujet de tout à l'heure. On parlait des interfaces et du sujet ouais, vraiment de. j'ai même fait, je fais encore d'ailleurs, je suis un des rares, je pense, à faire ça, des interfaces Bubble sur du back-end Airtable. Il y a des Il y a astuces pour faire il y en a une sorte que ça petite marche. tendance. Il y a eu un moment où il y a eu pas mal de gens qui faisaient ça. Et puis, mais alors, bon, là, il y a plein de sujets Ouais. qu'on pourrait aborder. Non, mais ça, c'est assez intéressant parce que moi, je me posais la question vraiment de l'intérêt d'utiliser Airtable avec un back-end. Enfin, parce que sachant que Bubble Les a formules, son propre back-end. Ouais, ok. surtout les Donc, formules. donc traiter les données en back-end, en fait. C'est-à-dire. Ouais, voilà, de pouvoir changer ta formule en cours de route, ajouter un truc qui s'applique à tous les records. Si tu veux faire ça, enfin, il y a il y a d'autres backends qui doivent le proposer, mais avec Bubble, tu travailles avec des triggers en fait, mais dès que tu veux rattraper Ouais, tout ton historique, t'es foutu. ouais. Ouais, puis tu dois le faire à la main, quoi. Tu dois te Et, faire et, ton et interface puis, dans Bubble pour. il y a ça, et puis je vais y revenir avec TableClone, c'est aussi le fait d'avoir parfois une application métier qui aura des interfaces sur plusieurs applications no-code. Donc peut-être que tu auras ton interface Ok. utilisateur qui va être sur Bubble, mais ton interface administrateur avec deux, trois personnes qui vont intervenir directement sur la base pour charger un référentiel ou quelque chose comme ça. Ok. Ah, c'est intéressant. Enfin, moi j'aime bien faire des applications métiers, si possible voilà, plutôt sur des petits périmètres, du 10, 20, 50 personnes. Et du coup, en faisant bien les choses, tu arrives un peu à surmonter les limites API que tu pourrais avoir avec Airtable. Ok. Et Ok, puis donc super. aujourd'hui, finalement, donc j'ai un petit peu arrêté, enfin, juste par opportunité que par autre chose, mais donc je jongle moins entre les petits projets. Donc j'ai deux clients principaux qui m'occupent sur toute l'année quasiment. Hein. Je travaille donc pour un maître d'œuvre dans la fibre optique à Bordeaux, pour lequel je fais des applications SIG, des outils internes avec Airtable. On réfléchit à faire leurs outils aussi de demain, en se projetant sur le client, etc. Et je fais aussi, je déploie, enfin, j'accompagne la DSI de Vinci en fait, qui commence à utiliser Airtable. Et Ok. je les accompagne là-dedans. Donc là, on vient de signer un contrat d'entreprise sur plusieurs centaines de licences, etc. Et pareil, donc ça, c'est un gros chantier qui m'occupe actuellement. Et en parallèle, du coup, bah, j'ai passé du coup toutes ces dernières années à faire des bouts de script pour synchroniser les données entre une plateforme A, une plateforme B, une base de données C, etc. Et je me suis dit que j'allais essayer de mettre ça vraiment.
au propre, parce que ça me servait finalement sur tous les projets, et d'ajouter une interface, parce que enfin, voilà, je n'ai pas trouvé l'outil qui m'allait. Les outils qui proposent des choses un peu similaires, on rentre plutôt dans le monde de l'ETL, donc on est sur des choses très chères, très orientées, gros business, entreprise, etc. Mm. Il n'y a pas de petit couteau suisse ETL, je trouve, pour les freelances no-code comme nous, ou les gens qui développent des applications, on va dire, à petit périmètre, pour facilement manipuler ta donnée, la passer d'une... Enfin, pour moi, il y a trois sujets. Il y a la backup. Mes clients qui ont une application Bubble, ils veulent déjà être assurés qu'il y a un backup de la donnée et pouvoir faire un tableau de croisée dynamique sans moi et sans me payer une journée de prestation. Donc avoir un backup sur Google Sheet, ça sert. Il y a le sujet de la migration. Tu as commencé justement un projet sur Airtable et puis tu veux le migrer sur XAR ou sur Bubble ou autre. Tu es obligé de passer par des imports CSV, etc. Donc tu le fais une fois et puis en général tu le refais une deuxième fois une fois que tu as terminé ta maquette et c'est lourd. Et il y a le sujet, moi c'est mon sujet principal, c'est le fait d'avoir de la donnée qui vit à plusieurs endroits pour avoir plusieurs applications qui répondent à plusieurs usages sur ton même besoin métier. Moi, je vais avoir de la donnée qui va être produite sur le terrain par des gens sur tablette, qui va peupler des bases de données PostgreSQL. Et derrière, je vais faire du ticketing dans Airtable ou dans un autre outil. Il y a une question dans le chat de Le Snake qui est également géomaticien. J'adore ce mot d'ailleurs, je trouve ça J'adore, ouais. hyper stylé. Géomaticien, t'as un peu l'impression, ça fait un peu comme neuromancien, nécromancien, t'as un peu jeu de rôle, tu vois. Mais c'est un vrai métier. Et pardon. Et donc du coup, la question, c'est en gros une version low code, light no code de FME. J'avoue, par contre, je sais pas ce que c'est FME, donc. FME, c'est un ETL. Bah, FME, pour moi, FME, c'est plutôt le make. Ça ressemble un peu à un make parce que c'est un truc où tu poses des boîtes, tu tires des traits. Et l'idée, c'est extract, transform and load. Donc, tu vas puiser dans des bases de données. Tu vas choisir les transformers que tu appliques et tu vas peupler une autre base de données. Moi, je reste dans quelque chose de très simple. C'est plutôt extract and load, quoi. Il n'y a pas la phase de transform. Ok. Ok, super intéressant. Et on a Lorraine aussi qui apparemment fait des études enfin, qui, dans le SIG, Mais les etc. géomaticiens, c'est un peu compliqué. Enfin, moi, pour même en avoir eu des besoins de recrutement, je sais pas si c'est des informaticiens, si c'est des géographes. T'es un peu entre les deux. T'hésites entre recruter un informaticien qui est tombé dans la géographie ou entre recruter un géographe qui s'est passionné pour l'informatique. Ouais, ouais, non, c'est bien parce que ça fait aussi différentes filières potentielles, quoi. Ouais. D'ailleurs, il y a une question alors, qui n'est pas liée directement à ce que tu disais. Après, on va passer à une petite démo de TableCloud. Anto qui demande est-ce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui sont en freelance ou en CDI qui sont recrutées pour faire 100% de no-code. Du coup, moi, je peux donner une partie de la réponse. Enfin, je suis curieux de savoir, toi, ce que tu observes. Mais franchement, maintenant, il y en a. Parce qu'en fait, c'est que ça devient quand même assez vaste. Il y a tout ce que tu as décrit, tu vois, vraiment no code. Il y a des gens aussi qui font que du bubble, qui sont à plein temps en no code. Après, il n'y a pas énormément, on parle pas d'un énorme marché de l'emploi, mais clairement, il y a un marché de l'emploi aujourd'hui pour des gens qui font dans des boîtes à différents postes que du no code, Mm. quoi. Ouais, alors ça, il y a eu l'aventure Jelly Smack, là, Ouais. où ils ont recruté un gros pôle. Il y en a eu deux, trois cas similaires. Après, moi, ce que je peux voir, par exemple, dans une grosse boîte comme Vinci, bon, le no-code, c'est pas encore d'actualité, mais pour tout ce qui est gestion de projet, c'est des boîtes avec énormément de ressources qui gèrent des centaines de consultants externes, etc. Et il y a souvent des ressources internes qui sont un petit peu les assistants gestion de projet à tout faire. Ils vont être là pour nettoyer les fichiers Excel, aligner les badges SharePoint, etc. Et on sent bien là que quand on migre certains projets à l'ancienne vers un truc homogène dans Airtable où au moins toute la donnée est à un endroit, eh ben, ils vont faire moins de travail de ressaisie. Par contre, ils vont faire plus de travail dans tout ce qui va être administration, accompagnement des gens au changement, etc. Et d'ailleurs, enfin, je sais pas si d'ailleurs ça, je trouve ça très malheureux, mais Airtable, aujourd'hui, leur effort commercial, ils les font plus que sur le marché entreprise. Et ça, j'ai eu des réunions avec eux et ils me l'ont dit clairement. Et maintenant, ils vont plus du tout s'intéresser à nous, pauvres freelances, avec Mhm. des plans à 20 $. Ils veulent faire que de l'entreprise. Et leur grande nouveauté sur le plan entreprise, c'est de distinguer la licence builder, donc créateur, de la licence éditeur. Et ça, je trouve ça malheureux parce que du coup, tu déploies l'outil dans un gros truc, mais tu es obligé enfin, t'es obligé de réfléchir à combien de personnes tu vas donner les droits de créer les bases, ce qui fait que même, enfin, ils peuvent même pas se faire, enfin, en théorie, un workspace perso pour tester des trucs, ils rentrent directement dans les licences builder et je trouve ça enfin, je trouve ça malheureux parce que c'est pas tout ce que tu as jusqu'au plan pro, quoi, en fait.
Ouais, ouais, c'est intéressant. En même temps, c'est quand même c'est un move qu'on observe Ouais. pas mal de boîtes qui veulent, qui savent que le business, il est auprès des grosses entreprises. Enfin, en tout cas, une partie du business. Je pense que ils se disent, Mm. tu fais un effort, mais si tu arrives à capter une boîte où il y a 1000, 2000 personnes qui vont utiliser ton produit, ben voilà, Mais bon, ouais, Mais tu vois, je trouve ça assez regrettable et dans, c'est, ouais, c'est- dans ma boîte précédente, donc on était une petite organisation, et on avait ce besoin de faire plein de bases qui étaient partagées avec nos clients, qui étaient des collectivités. Et à l'époque, on avait négocié un plan d'entreprise où on ne payait pas les clients externes, quel que soit leur niveau de collaboration, quoi, que ce soit éditeur. Donc, on Ok. payait pour notre utilisateur. Et ça, par contre, impossible à reproduire maintenant en Sales avec Airtable. Enfin, tu peux plus négocier ce genre de choses, quoi. Ouais, mais du coup, ce que tu dis, c'est qu'il y aura une licence que pour les gens qui utilisent Airtable en tant que consommateur, entre guillemets, quoi, en tant qu'utilisateur final, c'est ça? C'est ça. Enfin, à partir du moment où tu as Enfin, les droits ouais. en commentaire ou en édition, quoi. Ouais. Bah après, je sais pas, tu vois, parce que c'est vrai que moi, ça me gêne un peu le truc actuellement, c'est que t'as que un. C'est-à-dire que les gens sur ton workspace sont tous au même niveau, quoi. Je trouve ça, c'est autant gênant quelque part, quoi. Ouais. Parce que t'as pas toujours envie de payer pour tous les gens, Quand quoi. tu invites des externes, ouais. Ouais, mais bon, ouais, c'est un vaste Bon. sujet, hein. De toute façon, personne n'arrive à craquer le Mais ils meilleur arrivent pas très pricing. bien, ouais. Mais en tout cas, mais tu vois, après ce que tu dis, je suis 100% d'accord parce que même d'un point de vue de communication, enfin, tu vois, je veux dire, Airtable, ils participent jamais, on n'arrive jamais à les contacter, ils participent jamais aux événements. Tu vois, d'un point de vue communauté no code, clairement, les makers, ils s'en foutent, tu vois. Alors que C'est chez ça, ouais. Make, si je prends un autre exemple, Make, ce qui les intéresse, on va pas se mentir, c'est les grands comptes. C'est pareil, ils ont des commerciaux, mais quand même, ils font un peu des trucs pour les makers, il y a quand même un peu une volonté de... Parce que je pense qu'ils se rendent compte que les makers, enfin moi ma théorie là-dessus, j'en ai déjà parlé avec des éditeurs, c'est que je comprends clairement les makers, ils n'ont pas d'argent, ils ramènent pas forcément beaucoup de business, même si c'est pas toujours vrai, des fois ils peuvent aussi... Mais par contre, c'est les gens qui te font progresser ton produit, quoi. C'est les gens, là, les gens comme nous, là, qui sont là à 8 heures du matin en train de se casser la tête à parler de trucs sombres dans l'interface d'outils, etc. Bah voilà, c'est ces gens-là qui challenge, qui font progresser les outils. C'est pas les mecs dans des grosses boîtes qui, de toute façon, ils utilisent déjà avant, ils utilisaient du SAP ou du Salesforce ou du Mm. je sais pas quoi, et ils utilisent des trucs de toute façon, même qui sont pas bien faits. Et enfin, moi, je trouve que c'est un truc qu'ils ont vraiment tort de négliger vraiment ce cœur de métier, enfin ce cœur de, je sais pas. Bon, après, c'est parce qu'on est dedans aussi, on est un peu partie prenante, Mm. mais voilà. Bon, écoute, on pourrait parler très longtemps de ça. Je dis bonjour à Céline au passage qui s'est connectée. Tu parlais de JSmack et Céline s'est connectée instantanément, donc ça doit avoir un rapport, non, pas forcément. Euh, Est-ce que tu veux nous faire une petite Yes. démo de Table Clone quand même qu'on Comme est là pour ça. parler de ça, même si tout ce que tu nous disais c'était hyper intéressant. Hop. Mais Donc, ouais. Vous voyez mon écran, là? alors pas encore, mais je vais le partager tout de suite. Ok. Du coup, ouais, Table Clone, je l'ai pas précisé. Donc, l'outil, qu'est-ce que c'est? C'est un front-end que je développais sous Bubble. Donc, pour toute la partie gestion des utilisateurs, enregistrement des credentials utilisateurs, du paramétrage, etc. Et derrière, une fois que tu veux synchroniser une donnée A, enfin une source de données A vers une destination B, ça va appeler un script Python qui va tourner sur du Cloud Function. Donc en fait, l'environnement d'exécution, c'est du Cloud Function Python, ce qui fait que ça va consommer toutes les données de l'API A, de l'API B, les comparer, faire le merge et mettre à jour B. Et ensuite, l'environnement est détruit. Ça, c'est une question que les gens se posent. Enfin, voilà, forcément, tu veux synchroniser des sources de données, donc tu vois passer toutes les données. Après, moi, à part les données utilisateurs qui sont nécessaires pour avoir un compte et avoir tes listes de tables, il n'y a rien qui est stocké et ça tourne pas sous Bubble parce que j'aurais été incapable de faire ces traitements de données directement avec Bubble. Enfin, la copie aurait pris 7 ans, quoi. Tu vois, un des premiers usages, typiquement, pour l'instant, pour moi, c'est voilà, c'est quelque chose que c'est un side project que j'espère peut-être valoriser un jour. Pour l'instant, je, je, enfin, tout le monde peut se connecter à l'app, c'est gratuit. Le seul moyen de se connecter, par contre, pour l'instant, c'est d'avoir un compte Google. Il faudra que je rajoute le fait de pouvoir se créer un compte TableClone sans avoir de compte Google. Et donc, j'ai pas, enfin, moi, je l'utilise en production, mais clairement, voilà, tout n'est pas fini.
Et typiquement, mon back-end, pour avoir un petit peu des stats sur l'outil, etc., bah, qu'est-ce que je fais? Je synchronise les données de TableClone avec TableClone vers mon dashboard Airtable pour savoir combien j'utilise d'utilisateurs et combien j'ai fait de sync, etc. Donc, j'ai fait la blague une fois à Pierre, c'est un peu une fois que tu commences à compiler avec ton compilateur C du C, j'en suis un peu là, tu vois, je clone TableClone avec TableClone pour pas faire tous ces dashboards-là sous Bubble. Bon, qui sont pas utiles, mais voilà, ça donne une idée du volume. Voilà. Donc j'ai quelques utilisateurs qui ont essayé, notamment parce qu'on en a parlé dessus un peu avec XAR. J'ai eu user 001, donc ça forcément c'est moi. Et voilà, j'ai un autre utilisateur, alors je crois que c'est Ambroise, qui l'a pas mal utilisé pour un projet où il a besoin de synchro, enfin il veut migrer du Bubble vers Airtable. Ouais, c'est intéressant parce que Euh, je me souviens on avait échangé, il avait parlé sur le Slack de No Code France un peu de ce sujet de backup, de ouais. sauvegarde, etc. Donc, Et après, ça donne un petit peu une idée du volume. Et moi, ça me sert aussi, tu vois, de savoir à terme, si j'ai vraiment des utilisateurs, combien ça va me coûter en infra. ouais. Donc voilà, ça me permet déjà de monitorer. Moi, je l'utilise vraiment en mode bourrin. Donc j'ai des bases de données Postgre avec entre 25 et 50 000 records. Et je les aligne toutes les heures avec Airtable. Donc je me mets pas de limite. Ok. Et tu vois, typiquement, donc là, c'est des barres par semaine. Euh, on est sur du, voilà, 1 million, typiquement, voilà, je clone, enfin, en tout cas, j'interroge 1 600 000 records à la semaine, quoi. Ça donne une idée des volumes pour l'instant que je traite à mon échelle, quoi. Alors, c'est hyper intéressant. Et alors, on a Xavier, évidemment, qui est arrivé en retard, comme d'habitude, donc qui nous demande c'est quoi TableClone? Voilà. Je recommence. Non, mais juste si tu Et veux, le pitch ouais, donc c'est un projet que je développe pour facilement enfin, cloner les tables de données vers une application, enfin, d'une application A vers une application B. Les différentes applications que j'utilise étant, enfin, principalement les applications de l'écosystème no-code. Donc aujourd'hui, je permets de travailler avec du Airtable, du Bubble, des bases de données PostgreSQL, du XAR, du TimeTonic. Et bah, mes prochaines cibles, alors j'aimerais bien faire du Xano, mais enfin, je connais pas encore l'environnement et j'ai un petit peu peur qu'en fait Xano ce soit tellement. Enfin, chacun fait son API comme il veut avec Xano, donc j'ai un peu peur de ne pas avoir vraiment un standard sur comment j'implémente l'API de Xano. Je Je m'y sais que Xavier intéresse. va être triste parce que c'est un fan de Xano. Alors, si tu Mais dis mais ça, mais 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 il y a des demandes. Et je pensais aussi, je crois qu'il y a un business, là c'est pas forcément que ça m'intéresse, mais je pense qu'il y a un business, c'est avec du Webflow. Il y a quelques outils qui font carrément. du synchronisation Airtable, Webflow. Bah, il y a des outils comme Pourquoi pas? WhaleSync, Pourquoi y réfléchir? etc. Ouais, Voilà. parce que ça, c'est un usage, c'est vrai, assez fréquent parce que enfin, le CMS de Webflow, c'est vraiment c'est une base de données Mm. enfin, assez classique, mais qui est pas forcément hyper intuitive à Et mettre à puis en jour, plus, on est sur, etc. voilà, sur une cible qui va pas faire lui-même ses scripts Python en général. Non, clairement, ouais. Mais c'est vrai qu'il y a des outils. Non, mais ça, c'est effectivement c'est un bon point. Et alors, juste pour. Parce que donc, moi, à la base, le sujet pour lequel, enfin, quand c'était apparu dans la discussion, je parlais des backups. Euh, si, par exemple, je veux donc là, moi, par exemple, j'utilise beaucoup Airtable. J'utilise beaucoup Airtable et Yes. je suis assez parano sur les données, etc. Je suis toujours inquiet, donc j'aime bien faire des backups. Donc, et dans Airtable, j'en fais pas. Donc par exemple, là, le truc qui serait le plus cohérent, j'imagine, ça serait d'avoir quelque part ailleurs une base de données Postgre et de faire des backups. Ou qu'est-ce que serait le Bah, meilleur il y a moyen, le plus safe? du Google, enfin, le plus simple en tout cas, c'est du Google Drive. Ok. Et alors, Euh, qu'est-ce que tu vas stocker toi? Enfin, c'est quoi? C'est des Moi, ce fichiers que je vais CSV, faire pour quelques clients Bubble, un Google Drive, je vais faire deux choses. Je vais synchroniser les tables importantes vers deux répertoires. Un répertoire où j'aurai toujours un fichier à jour, sur lequel du coup le client va pouvoir construire des analyses de données, etc. Et un répertoire dans lequel je vais construire un historique au mois ou à la semaine de la donnée. Donc là, TableClone permet de faire ces synchros de deux manières différentes. Est-ce que je veux maintenir un fichier à jour? Est-ce que je veux construire un historique? Ça, je le propose qu'avec Google Drive. et, alors, En fait, aujourd'hui, ouais. et du coup, juste, enfin, c'est important, mais est-ce que donc je peux faire du coup la synchro dans l'autre sens? C'est-à-dire que si, admettons, je sais pas, je vide ma base Airtable, je la perds, je l'efface même. Enfin, est-ce que je peux revenir du coup du Google Drive, recréer toute la base? Alors,
Pas encore, au sens où aujourd'hui, la plateforme que j'ai dans TableClone, c'est du Google Drive. C'est-à-dire que je peux dumper dans du Google Sheet. Par contre, il faut que j'implémente comme source de données le Google Sheet. Ce que je ferai aussi et du coup, qui permettra de répondre aux besoins. Mais aujourd'hui, en fait, j'ai différencié Google Drive et Google Sheet dans le sens où Google Drive, c'est un conteneur. Je peux dumper du fichier dedans. Google Sheet, il faut que j'implémente comme une source de données où je vais pouvoir détecter les colonnes et faire du mapping entre tables. Par contre, effectivement, si tu avais fait ton backup sur un PostgreSQL, là, tu aurais pu revenir dans l'autre sens et mapper les colonnes sources vers la destination. Et par exemple, est-ce que ça gère, je sais pas, j'ai plein de questions, mais est-ce que ça gère le typage? Est-ce que ça gère par exemple, tu vois, les fichiers, Les les colonnes relations? attachment, les relations aussi évidemment, et puis Non. Je gère pas les attachments, j'ai pas mal de travail à faire. Alors, effectivement, sur tout ce qui est typage, du coup, ça va être un peu le challenge pour passer d'un outil bêta, quoi, à un outil vraiment qui a de la valeur. Il y a différents sujets. Il y a le typage. Et typiquement, effectivement, tout ce qui est attachment, est-ce que tu enregistres l'URL provisoire du truc ou est-ce que tu vas, pourquoi pas, télécharger tous les fichiers en Google Drive si tu as choisi de synchroniser vers Google Drive ou si tu synchronises vers une autre techno, tu vas gérer le fait de push ta donnée vers l'autre plateforme. Et il y a déjà un peu de travail, moi, sur le casting. Si tu clones des types qui sont pas complètement compatibles, je fais des choses qui font que ça se passe, mais enfin voilà, il y a encore beaucoup de sujets. Il y a par exemple des options dans Airtable, même sur l'API même de Airtable, tu as une option typecast où tu peux demander à Airtable d'être permissif sur les types. Donc ça, je l'ai par exemple comme une option. Et moi, il y a un sujet aussi sur lequel je voudrais creuser, qui est maintenant en partie possible avec Airtable même. Tu vois, je te disais tout à l'heure, Google Drive, j'utilise plutôt comme un conteneur que comme une source de données. Et je voudrais faire pareil avec Airtable, c'est-à-dire que j'ai une source de données et il va me construire ma base. Alors pas, tu peux pas tout faire avec les formules, etc. Mais avec l'API, maintenant, tu peux créer des bases, enfin, tu peux créer des tables, créer des fields, typer les fields et pouvoir lui dire, j'ai pas envie de me créer le squelette de la base, même je lance un nouveau projet, je l'ai donné quelque part, j'ai pas envie de me faire mon parce que le premier import, en général, tu le fais justement avec un CSV ou un copier-coller pour avoir tes en-têtes. Ouais. Et ça, j'aimerais bien pouvoir le faire avec TableClone pour pouvoir partir d'une source X et créer le moule Airtable. Et après, il y a un dernier gros sujet que tu peux faire aujourd'hui, mais de manière détournée, c'est les relations. Donc aujourd'hui, tu peux faire des relations, mais à condition soit de te mettre des automations, ou bien, par exemple, dans Bubble ou dans Xar, si tu pushes directement l'ID sur la colonne relation, ça te remonte ta relation. Dans Airtable aussi, sauf que même les relations à 1 sont une liste, en fait. Donc il faut gérer cette subtilité que même la relation one-to-one est une liste. Mais il y a un travail aussi à faire pour que ce soit fluide les relations et finalement que tu puisses aussi voir tes relations dans TableClone, parce que sinon je pourrais jamais traiter le sujet complètement, quoi. Ouais, non, putain, c'est hyper technique, quoi. Enfin, j'imagine même pas derrière le code et les trucs enfin, tout ça, là, les Il choses y a que du tu évoques. boulot, ouais. Alors il y a plein de choses qui peuvent être faites de manière simple, et puis après, une fois que tu grattes un peu, t'atteins un peu le truc où là, faut faire du cas par cas, quoi. Et tu peux montrer juste vite fait comment tu ajoutes, par exemple, un dataset? Parce qu'en gros, Ouais, ouais, du le coup, là, c'est concept, mon c'est compte de de mettre démo. des datasets et puis ensuite, tu crées des Ouais. synchronisations, quoi. Alors, première étape, tu vois, on va le faire là, c'est de se créer un credential. Donc, on va créer un, un personal token, ce qui permet maintenant quand même d'être vachement plus à l'aise pour faire des démos. Ouais, c'est le nombre de fois où j'ai dû éditer des vidéos pour enlever Voilà. ma clé privée et tout. Franchement, à chaque fois en plus, il y avait toujours une fraction de seconde où on la voyait. Enfin bref, c'était. Donc ouais, c'est carrément mieux maintenant. Tac. Mais Alors, en d'ailleurs, il me scope, semble que tu implémentes même le hôte, non? ouais, Enfin, effectivement. Bah, en fait, j'avais fait une V1 de TableClone qui était que du Bubble to Google Sheet. Et à un moment, j'ai revu mes ambitions à la hausse, j'ai parti sur la V2 au moment où Airtable avait lancé sa nouvelle API. Donc directement, j'ai mis le personal token et le OAuth. Donc moi, les scopes qu'il me faut, quand tu le fais en haut, d'ailleurs, ils sont automatiquement demandés. Donc c'est record read, record write et base schema read. Et access, par exemple, tu choisis là, je vais mettre toutes mes bases, par exemple. Allez. Normalement, tu peux limiter ton token à quelle base il voit. Bon,
on va espérer que personne va me hacker le temps de la démo, quoi. Et faudrait être, faut qu'il y en ait qui soient vifs, hein. Mais Ouais, faut qu'ils utilisent StableClone. ouais. Donc voilà, je crée un nouveau token. J'ai un clavier qui est capricieux quand j'ai le casque en Bluetooth. Pause. Tac. Ensuite, du coup, maintenant, si je fais un nouveau dataset, donc on va prendre le token démo. Alors c'est bubble, hein, donc ça mouline un peu. C'est pas pour bâcher, mais. Et là, du coup, J'ai il me rien trouve ma dit. liste des bases, un peu à la. Bah, je me suis un petit peu inspiré de Make, un peu là-dessus. C'est-à-dire, je voulais vraiment que l'outil te liste les bases Ouais. et du Mm. coup les tables. Et Ouais, ça, t'as c'est du coup, ça va être le même principe, quelles que soient autant les de bases que plateformes. moi. Ouais. Ouais, Pardon, non, je disais juste, t'as beaucoup de bases aussi, ouais, ouais, comme c'est moi. clair. Donc voilà, tac. Et une fois que tu as choisi ta base, donc il t'enregistre le app ID, table ID, il va te lister les colonnes. Alors ça, c'est peut-être une table que je prévois de virer à l'avenir. Mais en tout cas, à ce niveau-là, tu peux déjà virer des colonnes pour être sûr de jamais les mapper plus loin. Et donc, je vais pas forcément faire, on va gagner un peu de temps, mais donc pareil en Google Drive, bah, tu te crées un token, sauf que là, donc c'est du OAuth forcément. Qu'est-ce qui se passe en fait quand tu crées un credential Google Drive, il te crée un sous-dossier qui va être enfin, il crée un dossier à la racine de ton drive qui est ton dossier table clone. Et en fait, moi, j'aurai le droit que d'écrire dans ce dossier-là, avec les autorisations que j'ai sur l'application Google. Et ensuite, tu vas pouvoir créer, quand tu vas créer un dataset Google Drive, il va te créer des sous-dossiers dans ce dossier racine. Donc, tu vas pouvoir un petit peu administrer tes projets, tes backups. Tu vas dire, je vais créer un sous-dossier A pour les backups de mon application A, un sous-dossier B pour le client B, etc. Donc voilà, sur Google Drive, aujourd'hui, les credentials, c'est un dossier racine. Les datasets, c'est un sous-dossier dans le dossier racine. Et par exemple, donc tu vois, donc là j'ai déjà un dossier Google Drive et je viens d'ajouter ma base Airtable. Attends, je suis sur les credentials. J'ai ajouté ma base Airtable table clone demo. Donc après, tout se passe ici dans le scheduler. Je vais dire ma base Airtable. Je l'ai deux fois forcément parce que j'avais déjà fait la démo. Je vais la mapper dans mon dossier Google Drive. Et donc là, en fait, en fonction des plateformes, TableClone va te proposer différentes options. Donc, si ça avait été de la table de données, il t'aurait proposé de faire le mapping entre tes colonnes. Là, comme on est dans du dump Google Drive, il propose juste est-ce que tu veux choisir maintenir un fichier à jour ou créer un nouveau fichier à chaque backup, un fichier horodaté, et à quelle fréquence tu veux le faire automatiquement si jamais tu veux le faire automatiquement. Et donc, hop, bim, si je le clone now, donc là, dans la base, en l'occurrence, démo, je pense que j'ai mis le record. Et ça va prendre, du coup, ça va être relativement rapide parce que lire 1000 records sur Airtable. Et t'as pas de, t'es limité par l'API d'Airtable, par exemple. Est-ce que ça te freine un peu dans ces Bah ouais, mais finalement, par rapport à, enfin, c'est pas forcément le plus lent, hein. T'es à 5 records par seconde, ouais, à 5 5 requêtes par seconde. queries par Ouais, seconde. Donc en lecture, tu fais du 500 records seconde. En ouais, écriture, t'es ouais, à en fait, 10 ça va. par seconde. Et en fait, par rapport du coup déjà à la nombre de données que tu as le droit d'avoir dans Airtable, t'es à l'aise. Moi, Oui, la limite même de si t'es TableClone max, ouais. aujourd'hui, ouais, c'est la limite, c'est le temps d'exécution. Une Cloud Function Google, telle que je les utilise, t'es limité à 9 minutes. Et du coup, par exemple, bah, typiquement du bubble, tu peux pas faire du bulk update. Donc tu fais du update ligne à ligne. Si tu veux faire du update de beaucoup de records, tu peux avoir des surprises, quoi. Et Ok. hop, donc aujourd'hui, 8h57, et celui-là, voilà, il m'a dumpé le fichier. Donc ça, c'est un cas simple. Juste pour montrer l'interface, je sais pas forcément si on va le faire, pourquoi pas à la limite. Si j'avais voulu mapper TableClone. Alors, je sais que sur XAR, voilà, j'ai une table qui a à peu près les mêmes colonnes. Donc là, ce qu'il demande, comme on va mapper deux tables entre elles, et que je vais pouvoir gérer aussi du update, il te demande quel est le unique ID à prendre en compte.
Donc deux options, soit toi tu as un unique ID qui t'est propre et tu lui dis bah telle colonne c'est mon unique ID. Toi tu dis je veux utiliser l'unique ID natif de la plateforme, donc le record ID pour Airtable par exemple. Et on va prendre ça. Donc là je lui dis plateforme native ID, ça veut dire je veux utiliser mon record ID. Et par contre, dans la destination, où est-ce que je vais stocker ce record ID? Donc si tu prends le ID natif, faut que tu aies une colonne source pour stocker ton ID. Et là, du coup, il te propose de mapper tes colonnes avec ce que j'ai ajouté récemment parce que j'en avais marre, surtout quand je faisais des démos, le fait de faire un automap pour faire matcher les colonnes Ouais, qui ont à peu près le même nom entre elles. ouais, non, c'est pas mal. Il y a Xavier qui demande si tu gères la pagination. Je sais pas si c'est peut-être faut Oui, préciser la question, mais j'imagine que bah, oui. c'est-à-dire Enfin, qu'effectivement, oui, donc une fois que tu lances le clone, je vais interroger toute l'API A, donc forcément en prenant en charge la pagination, je vais interroger toute l'API B. Et après, en Python, je vais utiliser, donc s'il y en a qui font du Python, je vais utiliser une librairie qui s'appelle Pandas, qui est une librairie faite pour faire de la manipulation de données en fait en masse. Et je vais pouvoir comparer le tableau A, le tableau B, et mettre à jour les lignes qui ont besoin d'être mises à jour, ajouter les lignes qui ont besoin d'être mises à jour. Et d'ailleurs, j'ai ajouté une option dans les clones. On peut avoir le choix entre justement faire du append and update, ou bien juste du append, ou juste du update. Et moi, sur certains projets, par exemple, je veux toucher effectivement les nouvelles lignes, mais pas forcément mettre à jour les lignes parce qu'elles auront pu vivre leur vie là où je l'ai poussé et je veux pas réécraser ce qui a été modifié. ok. Non, c'est hyper intéressant. Bah écoute, merci beaucoup pour tout ça. Il est, Ouais, bah il est- merci, merci à vous en tout il est cas. 9 heures, donc on va aller retrouver nos activités et notre vie, mais c'était hyper intéressant. Voilà, j'ai partagé le lien tout à l'heure, n'hésitez pas. Donc tu es sur le Slack de No Code France aussi, je vais le remettre. Oui, Donc n'hésitez pas à contacter Valérian. Voilà, si vous avez des questions, si vous voulez utiliser TableClone, et puis n'hésite pas à me tenir au courant des évolutions, etc. Comme ça, je pourrais les partager. ouais. Et puis voilà, Puis un je petit peu pourrais comme ça, voir toi, un tu te petit sais peu avec. le pic d'activité faire Bah, encore avec ton live. j'espère que ça te fera un pic d'activité. Je vais remettre le lien, j'ai un petit problème. Donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder. En plus, voilà, Et les donc voilà, bubblers juste seront contents. après, voilà, moi mon objectif, donc voilà, c'est un side project, j'y passe pas autant de temps que j'aimerais y passer, mais c'est voilà de me donner cette année pour bien mûrir le truc et décider comment je le valorise, soit vraiment en y passant plus de temps et en faisant un SaaS propre, ou bien j'en ai parlé la semaine dernière avec SAR, pourquoi pas avoir des partenariats avec des éditeurs et à la limite à me faire un canal de vente où moi je vais eux ils vont proposer ce genre d'options par exemple sur la plateforme et moi je vais gérer tout le back-end avec mes fonctions qui sont prêtes quoi. Ouais, c'est hyper intéressant ouais, parce que les éditeurs d'avoir ce genre de problématique et pas forcément, enfin, et ça peut leur permettre d'externaliser la problématique de ne pas avoir à la C'est gérer ça. eux, et que toi tu sois concentré là-dessus, quoi. Et moi je fais un peu un annuaire des API quoi. Ouais, ouais non, ça doit être un sacré travail. Heureusement d'ailleurs que l'API d'Airtable a évolué et permet l'accès aux métadonnées, Mm, etc. Ça a dû vachement t'aider pour ouais. pouvoir mettre en Mais avant après, ça, quoi. là où j'étais assez content, c'est que j'en suis arrivé à un stade où, quand j'ai, surtout dans Bubble, tout réécrit de manière générique, et pouvoir rajouter une nouvelle plateforme à partir du moment où l'API est claire, bah, que ça, tu vois, je l'ai ajouté en une journée de travail. Et bon, du coup, je me suis dit, j'ai un truc où je peux facilement Ouais. plugger les nouvelles applis, quoi. Et parce que leur API était bien faite Parce que aussi, l'API, ou ouais. voilà, est plutôt simple et ressemble un peu à ce qu'on pourrait voir sur Airtable. Tu as une pagination, tu peux faire du bulk update, bulk read, et voilà. Ok. Trop bien. Bah écoute, merci beaucoup pour tout Merci à ça. toi. Et puis pour tout le monde, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne de No Code France. Il y a un live, il y a le premier live de Noam. D'ailleurs, je parlais de Noam tout à l'heure. Il y a son premier live aujourd'hui à 14 h, donc n'hésitez pas à regarder, allez lui dire bonjour. Voilà, ça va parler de Airtable, je pense. Il fait un build-in public, je ne sais pas exactement ce qu'il va faire. Il va construire un outil interne ou quelque chose comme ça. Donc pour tous les gens que ça intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Et puis ce soir, évidemment, toujours à 17 h 30, les lives de Stan. Donc n'hésitez pas à les regarder. Et puis voilà, il y a plein de lives dans tous les sens, c'est assez intéressant. Il y a un live à 18 h demain, j'avais pas vu encore, donc c'est un parcours entrepreneurial d'Elodie Delneuf. Voilà, bon, je vais pas faire tout le programme, franchement maintenant il commence à y avoir beaucoup trop de choses sur cette chaîne, c'est comme la télé, on va faire un petit
Télépoche, ou je sais même plus comment ça s'appelle, le magazine, le programme télé. On devra partager ça. Et puis, écoute, à bientôt Valérian, tiens-nous au courant. Et Ouais, puis, merci pour tout. Salut tout le monde et au à la revoir. semaine prochaine.